Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet du jour c'est l'immobilier parce que j'ai reçu une question de Mohamed qui me demandait par email: Raph, quelles sont selon toi les stratégies les plus rentables en immobilier et quels sont entre guillemets les avantages et les inconvénients de chacune et celles que toi, moi je préfère. Donc je vais t'en donner dans cette vidéo 4, je ne vais pas forcément les classer dans un ordre de préférence, je vais d'abord simplement te les expliquer rapidement et ensuite je te dirai celles que je préfère le plus et celles que j'applique moi personnellement si je les applique au final. Donc la première stratégie pour moi qui est très rentable en immobilier, ça va être l'immeuble de rapport. Pourquoi l'immeuble de rapport c'est très rentable? Tout simplement parce que tu as un effet d'échelle qui est super intéressant. Donc un immeuble c'est quoi? C'est l'idée que tu vas acheter tout un bâtiment dans lequel il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 8, il y a 9, il y a 10. Et pas de te le faire l'eau directement. Donc pourquoi c'est ultra rentable? Parce que déjà ta prise de risque elle est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que on va imaginer un immeuble de 10 lots. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins de risques d'impayés parce qu'au pire, il y a quoi? Il y a un locataire qui ne paye pas. Tu as les 9 autres lots qui sont là pour apporter des loyers dans ta SCI ou sur ton compte et payer les mensualités de crédit. Donc normalement, ce n'est pas avec un impayé sur 10 lots que tu es en danger. Normalement, avec 2 lots en impayé, si vraiment ça devait arriver, what the fuck, toi, 2 lots sur 10, ça serait vraiment beaucoup et vraiment, entre guillemets, pas de chance. Et encore que, c'est toi qui as choisi tes locataires normalement, donc tu les mérites normalement, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Voilà, normalement, ça réduit grandement tes risques. Également, tu as une économie de temps à toutes les étapes parce que imagine s'il fallait acheter les 10 appartements de façon séparée, aller à 10 endroits différents dans la ville, visiter les 10 appartements dans 10 endroits différents de la ville. Bah non, là tu les visites tous au même endroit donc ça va beaucoup plus vite. Tu gagnes énormément de temps. Tu gagnes également beaucoup de frais. Frais, on va dire, de notaire, frais de mutation, frais de déplacement parce que pour prendre ta voiture pour aller à un seul endroit ou pour la prendre à aller à 10 endroits différents, tu vas économiser sur l'essence. Pareil, pour gérer les travaux, si tu dois aller sur place, tu vas aller au même endroit pour voir 10 appartements. Donc, tu vas économiser sur pas mal de choses. Sur l'assurance également, c'est généralement moins cher, tout comme la taxe foncière. Alors, pas toujours, mais généralement, l'assurance et la taxe foncière sont moins chères, on va dire, au volume, notamment pour l'assurance, sur un immeuble complet que sur des lots séparés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les impôts, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça aussi, tu gagnes du temps parce qu'au lieu de remplir une déclaration de revenus pour chaque lot séparément, tu vas faire une déclaration de revenus pour tout l'immeuble. Je simplifie volontairement les termes, mais en gros, c'est pour te dire que tout est centralisé et du coup, tout va plus vite. Tu as également le pouvoir de décision, c'est-à-dire que dans ton immeuble, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réunion de copropriétaires, il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de gens qui vont dire « Ouais, mais non, moi, j'ai pas envie de refaire ça parce que là, c'est pas trop bien, parce que là, je sais pas quoi, parce que nanani, parce que c'est trop cher. » Là, tu choisis tout ce qui se passe dans ton immeuble. Donc, si une toiture à refaire, c'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non. Une façade, des communs, un lot à refaire, tu décides tout. Et l'avantage également, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que tout le monde n'achète pas des immeubles. Beaucoup de gens pourraient acheter des immeubles parce que, contrairement à ce qu'on pense, ça ne coûte pas forcément si cher que ça. Il y a des immeubles à 100 000 euros, à 200 000 euros. Mais pour autant, c'est un marché vers lequel tout le monde se dirige pas parce que c'est vraiment un marché orienté investisseur et plutôt, on va dire, un petit peu plus confirmé que la moyenne. Donc, c'est un marché plus restreint, moins concurrentiel sur lequel normalement, on a un peu plus de temps pour se décider, même si encore que aujourd'hui, les immeubles très rentables, ils disparaissent vraiment très vite. Donc ça, c'est vraiment pour te parler de l'immeuble de rapport. La deuxième chose que selon moi, qui est selon moi le plus rentable en immobilier, c'est la colocation. Donc la colocation, le concept, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, j'ai une maison, j'ai un appartement et à l'intérieur, je vais faire plusieurs chambres. C'est selon moi minimum à partir de 3 chambres parce que 2 chambres, ce n'est pas vraiment une colocation, c'est plus une location, une colocation de couple. C'est un peu bizarre. Pour moi, c'est 3 chambres minimum et ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 7. J'ai déjà vu jusqu'à 8 chambres, 9, je crois pas, mais jusqu'à 8, c'est déjà énorme. Je pense qu'une bonne moyenne, c'est, allez, on va dire 4, 5 chambres. Je trouve que c'est parfait parce que tu as beaucoup de rentabilité déjà. Et ça limite un petit peu l'effet, tu sais, genre il y a trop de monde. Imagine un appartement aussi grand soit-il ou une maison avec 9 personnes qui vivent en même temps dedans. C'est beaucoup, je trouve. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, dis-moi dans les commentaires. Mais je trouve que c'est beaucoup. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir louer, si on prend le cas d'une maison, par exemple, beaucoup plus cher la maison en louant chacune des chambres à un étudiant ou à un jeune actif plutôt que toute la maison dans son entier à une seule famille. Donc clairement, par exemple, c'est pas une maison que tu pourrais louer 800 ou 1000 euros tout entière. S'il y a 4 chambres ou 5 chambres dedans, que tu loues à 400 euros, tu vas pouvoir facilement louer la maison au double, c'est-à-dire à peu près à 2000 euros si tu mets la chambre à 400 euros. Donc toi, c'est quand même beaucoup plus confortable en termes de chiffres et c'est là où tu crées la rentabilité, où tu as beaucoup plus de cash flow positif, d'autant plus que tu réduis également ton risque puisque si tu es un étudiant qui ne paye pas une chambre, tu as les 4 autres qui sont là, entre guillemets, pour encore te permettre de payer tes charges et ta mensualité de crédit. Alors que si tu loues à une famille entière, si la famille ne paye plus le loyer de la maison, boum, tu as 1000 euros qui en moins ne sont plus sur ton compte en banque parce qu'ils ne payent plus. Donc là, ça réduit tes risques. C'est un marché également qui est très porteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la colocation, il y a beaucoup de gens qui en demandent. Donc, c'est vraiment pas difficile de trouver des colocataires, des locataires pour louer tes chambres. D'autant plus que c'est pas cher pour eux parce que au même prix que potentiellement un studio, ils ont accès à un grand appartement avec un grand salon ou une belle maison avec peut-être une terrasse, un morceau de jardin ou des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant pour eux.
Et puis voilà, donc la colocation c'est très très rentable et je te dirai à la fin de la vidéo si moi j'en fais ou si j'en fais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? La location saisonnière. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de se dire j'ai un appartement que je vais rénover, que je vais meubler, c'est obligatoire de meubler et que je vais louer à soit des touristes de passage dans la région s'il y a un point d'attractivité ou soit des professionnels qui viennent pour des rendez-vous dans le cadre de leur travail. Et en fait, le truc de la location saisonnière, c'est que c'est extrêmement rentable. Il y a beaucoup d'argent à se faire parce que forcément, si tu fais les maths, si tu loues un appartement 70 € la nuit et que tu fais un bon taux d'occupation, pas forcément 100%, mais vas-y, à 100%, ça ferait 2100 €. Si tu fais même la moitié, tu as généré 1100 €. Et à fort à parier que tu n'es même pas de quoi louer 1100 € cet appartement en long terme à une famille. Généralement, on dit qu'une semaine de location en location saisonnière, ça équivaut à un mois de loyer en location meublée. Donc, tu vois très très vite les rapports. C'est extrêmement rentable. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça demande une grosse gestion puisqu'il y a des clients qui vont peut-être rester une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Donc, tu mets ton nombre de nuits minimum. Mais même si c'est 2 nuits ou 3 nuits, ça va vite. Toi, c'est les rotations, les turnovers, c'est très fréquent. Donc, il faut que quelqu'un vienne donner les clés, récupérer le linge sale, le laver, faire le ménage de l'appartement, réceptionner ensuite les nouveaux clients, etc., etc. Donc, c'est très rentable. Il y a une très grosse gestion. Si vous le faites vous-même, ça vous crée souvent un deuxième travail et vous pétez les plombs à la fin. Et si vous le déléguez, le problème, c'est que ça vient grignoter. Même pas grignoter, mais ça vient vraiment dévorer, plutôt je dirais même, la rentabilité de votre investissement. Également, c'est un marché qui subit encore, on va dire, de nombreuses mutations. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous d'accord, les gens, sur la location saisonnière, notamment les fameux hôteliers. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et du coup, il y a beaucoup de lois qui passent, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de conditions qui se mettent en place. Et je pense qu'on a peut-être passé un petit peu un âge doré de la location saisonnière, où avant, c'était très rentable, on pouvait vraiment y aller, c'était très, très, très rentable. Mais aujourd'hui, je pense qu'au-delà des mutations potentiellement d'un point de vue juridique, il y a également la concurrence. Tout le monde veut faire du Airbnb. Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui se sont mis à faire du Airbnb. Des gens qui ne sont pas forcément investisseurs immobiliers à la base parce qu'ils veulent tous leur part du gâteau. Et peut-être que toi aussi, tu vois de quoi je parle là-dessus. Tu as peut-être des amis qui ne sont pas du tout investisseurs immobiliers et qui se sont mis à faire du Airbnb aussi bien chez eux avec une chambre privée qu'avec un appartement entier. Et le problème, c'est que la concurrence, elle vient détruire le marché. Moi, c'est mon cas, donc je me spoil un peu tout de suite puisque j'ai 2 locations saisonnières et d'année en année, le chiffre d'affaires, il dégringole. Et franchement, je sais que ça va continuer comme ça et je pense que je ne vais pas tarder à arrêter. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je disais pourquoi j'arrête le Airbnb. Finalement, je n'avais pas arrêté parce que j'avais retrouvé un gestionnaire. Bref, tu peux aller voir la vidéo pourquoi je t'explique pourquoi je voulais arrêter et voilà. Mais voilà, pour moi, c'est un marché qui malheureusement ne va pas forcément durer très longtemps. Et je pense que si aujourd'hui tu veux investir dans un bien pour faire la location saisonnière, il ne faut surtout pas investir dans l'idée de te dire que tu vas faire ça pendant 20 ans. Parce que si tu fais un crédit, généralement c'est sur 20 ans, parfois même 25 ans, des fois 15 ans, ça dépend de ce que tu as choisi au niveau de ton financement et de ce que tu as pu avoir. Mais si tu pars sur 20 ans d'exploitation en location saisonnière, il est possible que ça change énormément. Donc, il faut toujours que tu aies une solution, un plan B, de te dire si je loue en long terme, est-ce que ça va toujours couvrir ma mensualité et mes charges? Est-ce que j'aurai toujours un cash flow positif? C'est super important parce que dis-toi que ça va peut-être être compliqué la location saisonnière plus le temps va passer. Encore une fois, ça prend avec des pincettes parce que en fonction de ton marché, de la demande de ce marché, peut-être que même s'il y a beaucoup plus d'offres, peut-être que tu arriveras toujours à louer autant et à générer quand même du cash flow positif confortable. Quatrième point, quatrième chose, ça sera l'achat-revente. L'achat-revente, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, j'achète un appartement, je fais des travaux, parce que généralement, faire un achat-revente et le revendre, faire un achat et le revendre tout de suite sans faire de travaux, c'est pas comme ça que tu crées de la plus-value, il n'y a pas de magie, sauf si tu as acheté vraiment très très peu cher. Dans ce cas-là, il faut faire attention au principe de lésion. Le principe de lésion, c'est de dire que si tu revends, alors c'est quoi? C'est 5/8, il y a un délire avec les 5/8. En gros, si tu achètes beaucoup, pas assez cher auprès d'un propriétaire et que tu revends dans le même état tout de suite, immédiatement sans faire le travaux et que le vendeur à qui tu as acheté se retrouve lésé parce que il y a un délire comme ça. Je me rappelle plus précisément, donc je ne veux pas m'embrouiller là-dessus. Tu tapes concept de lésion, principe de lésion, c'est un concept juridique et en gros ça veut dire que si tu revends tout de suite avec une trop grosse plus-value alors que tu n'as apporté aucune valeur au bien, c'est possible que le précédent vendeur se retrouve lésé et que tu aies à le dédommager. Ok? Donc l'idée c'est quoi? C'est d'acheter un appartement, de faire des travaux et de revendre tout de suite pour dégager une plus-value. Généralement, les plus-values, ça peut aller de quoi? Allez, de 10 000 si vraiment tu as fait le minimum, mais 10 000 c'est vraiment pas beaucoup et c'est entre guillemets même pas normal de faire que 10 000 € sur une opération d'achat-revente. Ça peut aller jusqu'à 50 000, 60 000, 70 000, 100 000 €, même plus. Ça dépend encore une fois de la taille du projet, de l'appartement et de ce que tu revends précisément, dans quel marché, à quel prix du mètre carré. Donc là, c'est vraiment très dur pour moi de te dire ce que tu peux faire. Mais l'idée, c'est que tu peux dégager une très très belle plus-value et ça, c'est super intéressant. Et c'est encore d'autant plus facile quand tu fais ça sur un marché haussier. Combien de temps il te faut à peu près pour faire un achat-revente? À peu près 7 mois. C'est-à-dire 3 mois pour l'achat, c'est ce que ça prend à peu près entre, on va dire, la visite, la signature du compromis et l'acte authentique. Et 1 mois de travaux et 3 mois pour revendre, encore une fois, entre la signature d'un compromis et la signature de l'acte authentique officiellement. Et l'idée, c'est que c'est top pour les gens qui veulent se faire du cash. C'est-à-dire, en première opération, faire un achat-revente, c'est clairement pas déconnant parce que tu fais ton opération, tu dégages
dégages 50, 60 000, 70 000 euros de cash, ça rassure ton banquier, tu lui prouves que tu sais investir et toi, tu as une trésorerie comme ça qui est là pour tes prochains projets, pour pouvoir potentiellement mettre de l'apport et rassurer également le banquier. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Également, oui, quand tu revends, l'idéal, c'est de revendre sur, on va dire, de jouer en tout cas sur l'émotionnel, le sentimental, le home staging, bien décoré, revendre un appartement un petit peu comme celui dans lequel je suis actuellement, où tout est bien décoré, où tout est bien agencé et tu as de la décoration, tu as des éléments un petit peu de luxe, tu as des concordances de couleurs, et des choses comme ça. Et c'est là que tu vas déclencher l'achat, notamment si tu vends à des gens qui veulent acheter pour leur résidence principale. Ce sont les meilleurs clients parce que eux, ils sont prêts à mettre le budget, ils sont prêts à mettre l'argent et ils sont plus facilement prêts à craquer face à une belle décoration ou à une mise en scène où tu as mis la table, tu as servi, où tu as mis des verres à vin, tu as posé une bouteille de vin rouge sur la table, etc. etc. Et le must dans tout ça, c'est que tu n'as pas d'imposition sur la plus-value si tu revends ça en tant que RP. Donc tu fais ta première rénovation, tu dis que c'est ta RP auprès de l'administration, c'est-à-dire ta résidence principale. Et voilà, on va pas en parler en détail dans la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Mais tu peux faire en sorte que cette plus-value soit nette d'impôts si tu revends ta résidence principale ou si c'est une première revente, c'est la toute première fois que tu revends et que le fruit de cette revente te permettra de financer une résidence principale. Donc il y a quelques conditions supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà. Donc du coup, lesquels j'ai déjà exploité moi personnellement, la location saisonnière, la colocation et l'immeuble de rapport. J'ai fait les trois tout simplement parce que ce sont les trois les plus rentables. Donc autant aller là où c'est rentable. Et l'idéal, c'est d'acheter un immeuble de rapport dans lequel tu fais de la colocation et de la location saisonnière. Comme ça, au moins là, tu es sûr d'exploser les records. Celle que je préfère le plus aujourd'hui, c'est l'immeuble de rapport, tout simplement parce que c'est le plus passif, c'est le plus, on va dire, efficient, le plus efficace en termes de rentabilité et de temps passé. La colocation, c'est bien et rentable, mais il y a un petit peu quand même de temps à passer. Et la location saisonnière, c'est extrêmement rentable. J'ai gagné beaucoup d'argent avec la location saisonnière. Je sais pas combien d'argent, mais beaucoup. Et le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. Et même si on délègue, il y a énormément de gestion. Il faut gérer les gens et c'est pas toujours évident de gérer des gestionnaires. Et puis, voilà. Donc, l'immeuble de rapport, c'est vraiment le top pour moi. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu préfères le plus. Est-ce que tu es team immeuble de rapport, team colocation, team location saisonnière, team achat-revente? Moi, j'en ai jamais fait d'achat-revente parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je cherche vraiment le revenu passif. Mais dis-moi ce que toi tu préfères, ce que tu prévois de faire, ce que tu es en train de faire. Et puis voilà, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit j'aime également en l'air. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Lis également bien la barre de description puisque tu auras pas mal de choses, pas mal de ressources, notamment mon livre qui est devenu best-seller cette année que je t'offre. Tu as simplement payé les frais de livraison et tu as pas mal de formations autour de l'immobilier. Tu as également un workshop, des ateliers pratiques où on parle d'immobilier pendant 2 jours en petit comité. Donc, tu as beaucoup de choses si tu veux commencer à investir en immobilier. On pourra parler ensemble de colocation, d'immeubles de rapport, de même location long terme, location meublée, location nue, création de société. Beaucoup de choses. Comme tu sais, l'immobilier est un monde très vaste. Donc, merci à toi de m'avoir regardé et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.